Eh bien, merci pour cette introduction. Je suis effectivement très content d'avoir l'opportunité de parler aujourd'hui pour cet événement qui va se dérouler sur 2 jours. Donc, je suis Frédéric Cavazza, ça fait plus de 25 ans que j'essaye d'expliquer, de décrypter les usages et les technologies numériques. Donc, plus d'un quart de siècle à m'arracher les cheveux sur des innovations qui sortent régulièrement. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'avec l'IA générative, on a un sacré gros sujet puisque ça mobilise toute mon énergie, tout mon temps sur les 2 dernières années. C'est d'ailleurs bien pour ça que nous nous voyons aujourd'hui et même demain pour essayer de faire le point sur où est-ce qu'on en est avec cette histoire d'IA générative. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on essaye de récapituler ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, parce qu'il s'est passé énormément de choses, comprendre comment est-ce qu'on est arrivé là aujourd'hui. On essaiera également de comprendre pourquoi l'IA générative aujourd'hui est un atout essentiel pour travailler son contenu, mais pas que. On s'intéresserait également aux nouveaux modèles génératifs, avec quel type d'usage est-ce qu'ils amènent. On s'intéresserait également à comment le marché a évolué et à quoi il faut se préparer. C'est important de discuter de tout ça parce qu'il y a effectivement énormément de choses qui est racontées sur l'IA générative, beaucoup de conneries malheureusement, donc c'est, je pense, essentiel d'arriver à faire la part des choses. Rendez-vous compte, aujourd'hui, l'IA générative, c'est quelque chose de magique avec des vertus quasi miraculeuses. Elle est capable notamment de ressusciter les morts. Je prends comme exemple par exemple Yahoo qui mise toute sa stratégie de retour sur le marché sur l'IA générative. Alors, je suis un petit peu moqueur sur Yahoo, mais ce n'est pas un cas isolé. Peut-être avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, on nous sort l'IA générative à toutes les sauces. C'est quelque chose qui est censé relever le goût, sans mauvais jeu de mots, de n'importe quel service, de n'importe quel contenu. C'est un peu l'enzyme glouton, en fait, du 21e siècle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'enzyme glouton, c'était une espèce de vulgarisation scientifique que les publicitaires avaient trouvé pour essayer de vendre de la lessive sans trop se soucier de l'expliquer. On est exactement dans la même situation aujourd'hui avec cette histoire d'IA générative que l'on nous ressort à toutes les sauces et qui est en plus source perpétuelle d'innovation, puisque si nous commençons à arriver à un plafond de verre sur les chatbots, eh ben c'est pas grave, on nous sort autre chose. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup des agents intelligents. Donc là, moi, j'appelle ça remettre une pièce dans la machine. Allez, hop, on est reparti pour un tour et on nous ressort voilà, toute une palanquée de promesses et de statistiques et de prévisions extrêmement optimistes. Donc voilà où on en est aujourd'hui dans cette espèce de frénésie. Voilà pourquoi il est important de faire le point sur est-ce que nous sommes réellement face à une rupture civilisationnelle? Je ne sais pas. Rupture générationnelle? Peut-être. Il suffit de regarder la façon dont, en fait, les ethnologues classent la population selon les différentes classes d'âge. Donc, on a des générations, on a les boomers, on a la génération X, la génération Y, la génération Z. On a la génération A ou la génération alpha, ceux qui sont nés après l'iPhone. Figurez-vous que maintenant, on a la génération B, la génération bêta, ceux qui sont nés après ChatGPT. Donc, je pense que c'est un marqueur très important à prendre en compte. Pour moi, c'est le signal qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose. La grande question est de savoir qu'est-ce qu'il est réellement en train de se passer et est-ce que c'est la révolution telle qu'on nous la présente? Oui et non. Dans la mesure où tout ce que l'on peut faire aujourd'hui avec l'IA générative, croyez-le ou non, mais on pouvait le faire avant. On avait notamment les robots rédacteurs qui existent depuis presque une quinzaine d'années. Oui, il y a 15 ans déjà, on se servait d'intelligence artificielle pour générer du contenu. On pouvait par exemple récupérer les fiches descriptives des produits pour pouvoir générer des descriptions textuelles qui étaient mieux référencées dans Google. On pouvait également récupérer les statistiques des chambres de notaires pour pouvoir rédiger tout un tas d'articles sur le vrai prix de l'immobilier dans votre quartier. On pouvait également récupérer
les résultats des élections, donc le soir des élections municipales, et en 1 heure générer autant d'articles qu'il y a de bureaux de vote pour analyser ces élections. Donc tout ça, ça existait déjà il y a 15 ans, on a tendance à l'oublier, mais c'est important de le préciser. C'était peut-être moins bien, plus coûteux, moins rapide, mais ça existait déjà. Ce que vous pouvez voir également sur cette diapo, c'est moi en train de gesticuler sur la scène de la DTEM. En 2017, déjà, j'avais fait le panorama des solutions d'intelligence artificielle pour le e-marketing. Donc, on faisait d'autres choses à l'époque avec d'autres types d'outils et une autre approche de l'intelligence artificielle, mais ça existait déjà. Donc, je n'adhère pas à cette théorie de la disruption où du jour au lendemain, on va tout casser et on va faire des choses différentes. Non, on est plus sur une espèce de continuité par rapport à ce qui existait avant. Ce qui est certain, c'est que les modèles génératifs apportent un second souffle qui génère énormément d'enthousiasme, énormément de foisonnement avec toute une série de startups. Là, c'est ce que vous voyez à gauche. Il y en a une quantité pas quasi limitée, mais pas loin. Et surtout, une espèce de course à l'échalote entre les États-Unis et la Chine qui se bagarrent pour savoir qui va sortir le modèle génératif le plus puissant. Est-ce qu'il faut s'inscrire dans cette course ? Je ne le pense pas, parce que les États-Unis ou la Chine ont des moyens que la France ou l'Europe n'a pas, donc ce n'est pas la peine d'aller en concurrence frontale, je pense qu'on peut faire différemment. Est-ce que les entreprises doivent également s'engouffrer dans la brèche et se dépêcher d'adopter tout ça ? Je ne le pense pas non plus, puisqu'on est quand même sur des technologies et des usages qui ne sont pas tout à fait stables, dans la mesure où ça évolue très rapidement. Voilà pourquoi c'est une très bonne chose que vous soyez là ce matin pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, de comprendre ce qui est en train d'arriver et de pouvoir sereinement anticiper la suite. Je parle de sérénité parce qu'il faut bien avouer que sur les 2 dernières années, on a connu une espèce de frénésie autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'en 2 ans, le marché a intégralement basculé ? Oui et non. On y voit un petit peu plus clair aujourd'hui parce qu'on a des statistiques récentes, notamment celles-ci qui sont proposées par l'Ipsos. On y apprend notamment qu'au niveau de la population française, on a la quasi-majorité des Français qui ont entendu parler de l'IA générative, de ChatGPT. Là-dessus, pas de problème, le contraire m'aurait étonné. Ce qu'on apprend par contre, c'est que seul 1/3 des utilisateurs l'utilisent régulièrement et plutôt dans un cadre personnel. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site de l'Ipsos des statistiques un petit peu plus détaillées. Ce qui est certain, c'est que le récit qu'on nous livre sur une adoption massive et immédiate n'est pas tout à fait le reflet de la vérité. Donc, on a une espèce de distance de la part des adultes. Parce que pour les plus jeunes, alors là, c'est différent. Il suffit de regarder par exemple le classement des applications d'intelligence artificielle qui est sorti par le fonds d'investissement A16Z. On y voit tout un tas de services qui ne sont pas aussi populaires que ChatGPT, mais qui pourtant sont bien là et pour lesquels il n'y a quasiment pas de surveillance. Des services comme Character.ai, comme Janitor.ai, comme SpicyChat.ai. Donc, on a tout un tas de services comme ça qui sont à libre disposition, que les plus jeunes, ados ou autres, utilisent de façon massive, sans qu'il y ait de réelle surveillance, et ça peut poser problème. Heureusement, l'AI Act va rentrer en vigueur petit à petit dans l'Union européenne pour pouvoir protéger les consommateurs et les utilisateurs européens, essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, parce que ce phénomène est allé quand même assez vite. Est-ce que ça a un impact sur le consommateur ? Oui et non. On va dire que si on s'en tient aux statistiques, là par exemple, on a des statistiques très intéressantes qui ont été publiées par Adobe le mois dernier sur l'utilisation des chatbots et sur l'impact sur le trafic entrant. Oui, effectivement, ça progresse, même si en termes de volume, ça reste anecdotique. On constate néanmoins une progression du trafic entrant en provenance des chatbots de dernière génération, donc ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot et ainsi de suite. Ce que l'on constate en revanche, c'est que c'est du trafic qui est de plus en plus qualitatif, dans la mesure où on a une augmentation significative du nombre de pages vues par visite.
Donc, en gros, les visiteurs qui viennent ne sont pas des touristes, ils ont une idée en tête et ils la cherchent sur les sites. On a également une augmentation significative du taux de conversion. Donc, ceux qui ont une intention d'achat en tête, qui se servent du chatbot pour identifier le bon produit, ils vont sur le site, ils le trouvent et ils l'achètent. Donc ça, c'est des signaux qui sont quand même intéressants et qui nous font dire qu'effectivement, là, il faut vraiment qu'on s'y intéresse, même si on est sur des volumes qui sont pour le moment assez faibles. Donc, on va s'intéresser à l'IA générative pour faire du e-marketing. Pour faire quoi au juste? Écoutez, moi j'ai un moyen mémotechnique pour essayer de me souvenir de à quoi peut servir l'IA générative dans le marketing. En fait, il sert à tout. Regardez sur cette diapo, je vous ai classé là tous les usages possibles que l'on peut retrouver de l'IA générative. On peut s'en servir pour de la création de contenu, pour de la manipulation de contenu, pour de l'écoute, pour de l'analyse, pour de la gestion. En gros, tout ce que l'on fait aujourd'hui dans le e-marketing, on peut le faire mieux avec de l'IA générative. Donc voilà pourquoi il faut s'y intéresser, voilà pourquoi il faut assez rapidement commencer à tester, expérimenter les différentes solutions et surtout mettre en place une vraie stratégie pour pouvoir industrialiser l'utilisation de l'IA générative. Le problème étant que aujourd'hui, sur le marché, on a une infinité de solutions. Donc là, je vous ai remonté une cartographie, c'est la première que j'ai trouvée, mais il y en a d'autres. On a des solutions pour faire tout et n'importe quoi. On a des solutions plus ou moins matures, plus ou moins techniques. C'est compliqué de s'y retrouver. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. On a un problème de lisibilité au niveau du marché. On a également un rythme d'innovation qui est très élevé, et ça ne simplifie pas la tâche de ceux qui doivent choisir une solution. Là, ce qui est rigolo, c'est que le titre de la diapo, c'est « Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA générative qu'on ne pouvait pas faire il y a 2 ans ?» Non, c'est « Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a 3 mois ?» Puisque je vous rappelle qu'en fin d'année dernière, des choses comme la recherche profonde, Deep Research, ça n'existait pas. Les modèles de raisonnement n'étaient pas disponibles, et même les solutions pour pouvoir créer facilement des agents intelligents, elles n'étaient pas encore au point, ce n'était pas encore tout à fait distribué. Donc là, on est vraiment sur un rythme d'innovation qui est extrêmement élevé, où effectivement, tous les jours, on a des nouveaux modèles, pas un, des nouveaux modèles. Toutes les semaines, tous les mois, on a des nouveaux outils. Donc effectivement, il faut vraiment s'accrocher pour arriver à suivre et essayer d'y voir clair dans ce foisonnement avec toutes ces statistiques qu'on nous ressort, avec à chaque fois, c'est un peu l'école des fans, hein, tout le monde est vainqueur, chaque nouveau modèle est plus puissant que le précédent. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est complexe de s'y retrouver. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que oui, ok, on a ChatGPT, tout le monde est au courant, tout le monde l'a déjà testé, ok, très bien, super. Est-ce que tout le monde l'a adopté? Non. Aux dernières nouvelles, il y avait 20 millions d'utilisateurs payants dans le monde de ChatGPT, ce qui est quand même tout petit. Peut-être qu'avec les chatbots de dernière génération, on a un problème de prise en main, parce que c'est compliqué de prompter, c'est compliqué d'arriver à comprendre ce que l'on peut faire avec ça. Et c'est là où on a des grands éditeurs qui apportent des solutions pragmatiques. Là, par exemple, on a Microsoft à gauche et Adobe à droite. Eux, ils intègrent dans leurs solutions maintenant des agents intelligents préconçus. Donc, ils se plient en 4 pour simplifier l'adoption et pour proposer des outils qui soient très simples à comprendre et à mettre en œuvre, que ça soit pour travailler avec vos documents Office, comme c'est le cas pour Microsoft, ou que ce soit pour vous aider dans votre e-marketing, par exemple à segmenter des bases de clients, à optimiser votre site web, c'est ce que propose Adobe. Donc là, aujourd'hui, on en est à essayer de professionnaliser les usages et de mettre entre les mains des professionnels des solutions de professionnels. Je ne suis pas en train de dire que ChatGPT, ce n'est pas un outil professionnel, mais simplement, c'est une espèce de boîte à outils qui fait tout et n'importe quoi, et ça peut être compliqué ou intimidant de se l'approprier. Ça, c'est ce qui s'est passé sur les 2 dernières années. Nous en sommes aujourd'hui à un point où, effectivement, les solutions d'IA générative sont massivement adoptées par les marketeurs,
pour pouvoir travailler les contenus. Est-ce qu'ils ont raison? Oui, bien évidemment, parce que c'est ce à quoi excellent les modèles génératifs et notamment les modèles de langage. Donc tout ce qui touche au contenu, la création, la manipulation, la déclinaison, la traduction, l'optimisation, tout ce que vous voulez, tout ça c'est massivement adopté par les marketeurs et ils ont raison. La question que vous devez vous poser maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que vous ayez fait des expérimentations avec ChatGPT pour générer des textes ou pour améliorer vos textes, voilà, vos landing pages, vos newsletters, ok, très bien, continuez, mais sachez que vous n'êtes pas seul, parce que tous les autres le font aussi. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Dans un premier temps, on peut industrialiser l'utilisation de l'IA générative avec des solutions professionnelles. Dans un second temps, puisqu'on travaille le brand content, les contenus de marque, on peut s'intéresser également aux brand utilities, aux services de marque. Oui, mais développer des services, notamment des applis mobiles et ainsi de suite, ça coûte cher. Oui, mais maintenant on a les modèles génératifs. Donc là, ça peut être tout à fait intéressant. L'idée de se dire, tout comme aujourd'hui, on arrive à produire du contenu de qualité très facilement avec les modèles génératifs, on peut tout à fait arriver à produire des services en ligne tout à fait pertinents et à moindre coût grâce aux modèles génératifs. Donc, on a des solutions qui permettent de faire ça, c'est celle que vous voyez à l'écran. Là, je vous ai mis par exemple builder.ai à gauche et à droite, je ne sais plus. Il en existe un certain nombre. Hier, j'ai testé la solution qui est fournie par DeepSeek. Vous avez les Chinois, une solution qui s'appelle DeepSite, qui permet de créer, de générer des sites web, des applis mobiles. Franchement, c'est bluffant ce qu'ils arrivent à faire. Donc là, c'est tout à fait intéressant de se dire, on a optimisé notre contenu, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Essayons de développer des services en ligne pour pouvoir compléter l'arsenal que l'on propose à nos clients. Sachant que le but de la manœuvre n'est pas de rechercher l'exploit technique, c'est de donner des raisons aux visiteurs de venir sur votre site web. Je vous rappelle que la menace existentielle, c'est pas l'IA, c'est le blocage des identifiants publicitaires et notamment le blocage des cookies tiers. Voilà pourquoi il faut impérativement revoir toute votre stratégie marketing pour esquiver ce blocage des cookies tiers et pour miser sur les cookies internes, les first party cookies, ceux que l'on dépose sur l'ordinateur des internautes qui viennent sur le site web de la marque. Donc, il faut donner des raisons aux internautes de venir sur le site web de la marque. Voilà pourquoi on doit travailler les contenus et les services pour essayer de réenchanter les clients avec des contenus de qualité, avec des services de qualité. Là, ce que vous voyez à l'écran, par exemple, c'est les nouvelles générations de chatbots qui sont fournis par, là, c'est une solution de chez Adobe. L'idée étant de dire que le chatbot se substitue au site web. Donc, on peut aller beaucoup plus loin dans les services que l'on propose aux internautes pour pouvoir capter à nouveau leur attention, pour leur donner des raisons de venir sur le site web, où on pourra leur déposer un cookie first party, un cookie interne qui, lui, ne sera jamais bloqué. C'est ça la finalité. Après ça, on a parlé des modèles génératifs de contenu, les modèles de langage. On a parlé des modèles génératifs de code pour pouvoir générer des sites web, des landing pages, des applis mobiles. Il faut qu'on parle des autres types de modèles génératifs qui ont été mis sur le marché récemment, là, sur les 3 derniers mois. À commencer par les modèles de recherche, ceux qui permettent notamment de faire des fameuses deep research. Donc, ça, c'est bien pour les étudiants, quand ils ont des dossiers à faire. C'est également très bien pour les consommateurs quand ils sont face à un achat complexe. Ils vont demander à un chatbot de faire une recherche profonde et de leur ramener un dossier de recherche complet sur une acquisition qu'ils envisagent. Donc, ça peut être renouveler son smartphone, sa voiture, son assurance vie, tout ce que vous voulez. Là n'est pas la question. C'est les chatbots qui travaillent pour les consommateurs et ils sont capables de faire des benchmarks complets. Franchement, c'est bien. Il faut le tester pour le comprendre. Là, on a quelque chose qui est tout à fait intéressant. Donc, les modèles de recherche
qui sont capables d'influer sur les comportements d'achat et les attentes des internautes. Nous avons également les assistants d'achat qui font leur grand retour et qui proposent aujourd'hui des solutions tout à fait intéressantes. Vous connaissiez déjà Rufus, qui est intégré dans l'application mobile d'Amazon. Sachez que là, il y a 2 ou 3 jours, ils ont présenté la fonctionnalité Buy for Me. Donc, vous avez des produits qui ne sont pas dans le catalogue Amazon, mais qui sont quand même affichés dans l'application mobile, que vous pouvez acheter sur un site externe. Il vous suffit de cliquer sur le bouton et c'est le modèle d'action qui a été développé par Amazon qui va aller sur le site web pour vous, choisir le bon produit et le commander. Pareil pour Microsoft, c'est ce qu'ils ont montré hier, le Copilot Shopping. Donc, vous dites à votre assistant de Microsoft quel est le produit que vous souhaitez acheter. Lui, il va le repérer, il va surveiller le prix et dès qu'il y a une promo, blam, il l'achète pour vous. Donc là, encore une fois, on a quelque chose de très intéressant parce que ces fameux modèles d'action qui permettent de créer des assistants shopping, c'est pas qu'ils modifient les comportements des consommateurs, c'est qu'ils se substituent aux consommateurs. Alors là, il va falloir faire attention à ce qui se passe. Et on a également, comme si ça ne suffisait pas, des solutions qui permettent d'aller encore plus loin, notamment de créer son propre agent. Donc, ce n'est pas que des agents de shopping. Tout un chacun peut créer son propre agent pour pouvoir lui déléguer des tâches. Là, je vous ai remonté des exemples. À droite, c'est Replay AI, par exemple. L'idée, c'est de dire, quel que soit ce que l'on ait envie ou besoin de faire, ce sont les agents intelligents qui le feront à notre place. Et là, on a un problème, parce que si c'est les agents qui vont sur le web pour récupérer des informations, des données ou pour réaliser des actions à votre place, les consommateurs ne sont plus du tout exposés à vos messages, à vos offres. Vous ne parlez plus aux clients, vous parlez aux agents des clients. Ça, c'est particulièrement préoccupant. Donc, regardez ce qui se passe, écoutez, surveillez, parce qu'on a quelque chose vraiment de transformatif. Donc, on a ces nouveaux modèles qui apportent des nouveaux usages et des nouveaux comportements. Il faut également qu'on parle des nouveaux marchés, puisque nous sommes en 2025, je vous rappelle, et que le marché, les consommateurs, la concurrence, sont plus du tout ceux qu'on avait il y a encore quelques années. Et il va falloir y faire face. On a par exemple aujourd'hui toute une série de micro-communautés qui accaparent à la fois l'attention et les budgets des consommateurs. Là, par exemple, je vous ai mis les fans de Taylor Swift et je vous ai mis les fans du Comic-Con. Ne pensez pas que vous pouvez attirer l'attention et vendre des produits à ces gens-là avec une offre et une communication générique. C'est non, il n'y a pas moyen. Les fans de Taylor Swift, il faut leur parler de Taylor Swift ou il faut leur parler comme eux, ils se parlent entre eux. Les fans du Comic-Con, il faut leur parler avec leurs propres références. D'accord? Donc tout ça, ça ne s'invente pas, il faut faire un travail de recherche. Si vous me donnez 6 mois et 500 000 euros, moi je vous fais le meilleur travail de recherche possible, mais on n'a pas 6 mois et on n'a pas 500 000 euros, on a beaucoup moins. En règle générale, c'est plus 1 semaine et 5 000 balles. Donc malheureusement, idéalement, il faudrait faire un travail de recherche manuelle pour comprendre comment fonctionnent ces micro-communautés, quelles sont leurs aspirations, quels sont leurs codes, quel est le meilleur moyen de s'adresser à elles, mais on n'a pas le temps et on n'a pas l'argent. Donc on va passer par d'autres solutions, des solutions automatisées, et c'est là où les modèles de recherche ou les modèles de raisonnement peuvent être intéressants, c'est parce qu'ils vont nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de ces communautés pour pouvoir mieux les aborder. On a également, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tous ces usages autour de la génération de contenu. Vous générez des contenus avec ChatGPT, newsletter, landing page, ok, très bien, super, mais vous ne faites pas mieux que les autres. La question que vous devez vous poser, c'est combien de niches de clients je peux toucher en plus? Peut-être bien que si vous êtes doué avec ChatGPT, vous pouvez toucher 3, 4, 5 niches de clients en plus,
Mais et si vous devez en adresser 15 ou 20, comment vous faites? Ah bah là, on a un problème. Là, on ne peut plus se permettre de bricoler avec un ChatGPT ou un Claude ou autre. Il nous faut une solution industrielle. Donc, face à l'éparpillement de l'attention, face à, on va dire, la fragmentation des communautés en des micro-communautés, voire des nano-communautés, on se doit d'adapter les discours, les offres, on se doit de personnaliser tout ça, mais on ne peut pas le faire à la main avec des outils extérieurs, il faut industrialiser. Industrialiser la production, la déclinaison de contenu, industrialiser la production, la déclinaison de visuels. On a besoin de solutions professionnelles. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai parlé des solutions professionnelles qui sont proposées par les grands éditeurs? C'est exactement de ça dont je suis en train de parler. On a besoin de solutions professionnelles pour décliner des visuels. On a besoin de solutions professionnelles pour décliner des contenus à l'échelle industrielle. Encore une fois, c'est important, et écoutez-moi quand je vous parle, vous utilisez ChatGPT pour générer, optimiser vos contenus, ok, c'est bien. Vous avez doublé votre productivité, ok, c'est bien. Qu'est-ce que vous devez faire pour la quadrupler ou pour la décupler? Parce que c'est ça le défi qui est face à vous. Comment je peux faire pour décupler ma productivité? Pour ça, il faut des solutions industrielles pour pouvoir industrialiser la production, la déclinaison, l'optimisation des contenus. Et une fois qu'on aura fait ça, puisqu'on est face à des micro-communautés qui ont des codes bien précis, je vous incite fortement à tester en amont tous ces contenus, toutes ces offres pour être certain qu'il n'y ait pas de fausse route. Comment on fait pour industrialiser le test de contenu, ou service ou d'offres? On va s'appuyer sur des consommateurs synthétiques. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire fausse route là? On est en train d'utiliser du contenu synthétique pour convaincre, de le tester sur des consommateurs synthétiques pour éventuellement convaincre des agents, mais on est à l'opposé de ce qu'on est censé faire en marketing, où on se rapproche du client et ainsi de suite. Peut-être, il n'empêche que pour le moment, on n'a pas d'autre choix. On est dans une période compliquée, on a une forte pression sur les marges, on ne peut pas recruter, on ne peut pas augmenter les budgets, nous n'avons pas d'autre choix que d'automatiser. Automatiser l'analyse des communautés, automatiser la production, la déclinaison de contenu, automatiser la validation de ces contenus. Sachez qu'il existe des solutions aujourd'hui pour pouvoir faire ça, notamment avec des cohortes de consommateurs synthétiques auprès desquels on va dire, exposer des contenus et on va regarder comment est-ce qu'ils réagissent. Oui, ça existe. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'on a une alternative? Non plus. Si vous voulez bien faire les choses, il va falloir passer par ce genre de solution. Et puisqu'on parle de bien faire les choses, j'aborderai ce dernier point sur les influenceurs virtuels. En fait, non, pas les influenceurs virtuels, parce que ça, c'est autre chose, mais plutôt sur l'utilisation de l'IA générative par les influenceurs. En Chine, ils le font déjà depuis au moins 2 ans, mais là-bas, c'est des fous furieux, ils ont peur de rien. Donc, on a des influenceurs, les Key Opinion Leaders, qui ont modélisé leur visage, leur voix, leur expression faciale, même leur expression, leur mouvement corporel, pour pouvoir avoir des avatars qui vendent des produits 24/24. Ok, c'est la Chine, c'est loin. Sachez néanmoins qu'on a ce genre de choses également en Occident, notamment avec des startups françaises. Je ne suis pas en train de vous parler de la Silicon Valley, je ne suis pas en train de vous dire « regardez ce qui se passe là-bas à San Francisco ». Non, startup française, Arcades, qui propose ça. C'est une société qui vous propose des milliers d'avatars d'influenceurs que vous pouvez utiliser pour générer des contenus à destination des médias sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok et ainsi de suite, pour faire la promotion des produits. Encore une fois, des avatars, des influenceurs virtuels pour vendre à des agents avec des contenus synthétiques, mais on marche sur la tête.
C'est à l'opposé de ce qu'on est censé faire, puisqu'à la base, les médias sociaux, c'est censé travailler la proximité, être plus transparent, être plus authentique. Oui, bah oui, peut-être, mais ça existe et il faut faire avec. Donc, je serais ravi de pouvoir vous dire, ne faites pas ça, faites correctement les choses, prenez votre temps, investissez. On n'a pas de temps, on n'a pas d'argent et on ne peut pas faire la politique de l'autruche et faire comme si ça n'existait pas. Ça existe et ça vient même de France. Donc, il faut faire avec. Peut-être que la bonne attitude, c'est de se dire, je ne juge pas, simplement, j'en profite, voire j'essaye d'aller à l'étape d'après. Qu'est-ce que ça pourrait être l'étape d'après? Bah, on a des avatars d'influenceurs, pas de problème, on n'a qu'à faire des avatars de marque avec des avatars d'offres. Poussons la logique jusqu'au bout et essayons de voir jusqu'où peut nous emmener l'IA générative pour pouvoir faire mieux que les concurrents, puisque c'est ça le but de la manœuvre. C'est pas de chercher l'exploit technique, c'est d'arriver à sortir du lot et faire mieux que les concurrents. Nous en arrivons à la conclusion. Donc, comme on vient le voir, nous avons connu 2 années un petit peu folles avec l'IA générative. On en est aujourd'hui encore dans une période instable parce qu'il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de nouveautés, il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles attentes, il y a des nouvelles pratiques, il y a des nouveaux marchés. Il faut savoir faire la part des choses et arriver à travailler correctement. Correctement parce que, croyez-le ou non, mais c'est pas le Far West, d'accord? Vous pouvez pas faire n'importe quoi avec l'IA générative sous prétexte que, non, c'est les internets, donc je fais ce que je veux. Pas du tout. Internet, c'est un média qui est régulé et l'IA générative, elle est également régulée, notamment à travers l'AI Act en Europe. Vous pourriez me dire, ah, mais ça, c'est tout l'Europe, ils font des régulations, ça bloque l'innovation. Mais non, l'IA, elle est régulée partout, même aux États-Unis, vous avez l'équivalent de l'AI Act, même en Inde, même en Chine. En Chine, vous avez besoin de l'autorisation a priori du Parti communiste avant de mettre sur le marché un modèle génératif. Donc, ne venez pas me dire que la régulation, ça freine l'innovation. C'est pas vrai. Les Chinois, ils innovent plus que nous. La régulation, elle est là pour encadrer les usages et faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Il faut également que l'on ait une discussion sur l'implémentation à grande échelle de l'IA générative dans les entreprises et au sein des équipes. Non, ça n'est pas un sujet tabou. Je ne suis pas en train de parler de licenciement et de remplacer des humains par des machines, sachant que le processus d'automation, donc d'automatisation des tâches, mais il a commencé il y a bien longtemps, déjà avec les solutions d'automation et accessoirement avec les sous-traitants. Donc ça fait quand même 20 ans qu'on essaye d'alléger la masse salariale avec soit des outils d'automation, soit avec des sous-traitants. Donc encore une fois, soit vous faites l'autruche, vous vous mettez des œillères et vous dites non, ça n'existe pas, ça ne passera pas pour moi, tant pis pour vous, soit vous essayez d'avoir une approche un petit peu plus raisonnée et d'avoir une discussion d'adultes autour de comment est-ce qu'on peut revoir notre façon de travailler, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle, sur les agents intelligents pour essayer de mettre en place des solutions de travail en binôme au niveau des équipes opérationnelles, au niveau des équipes d'encadrement, au niveau des équipes dirigeantes. Oui, ça n'est pas tabou, on peut réfléchir à ce genre de choses. Plus vous y réfléchissez, plus vous avez une discussion constructive autour de ça, mieux ça se passera parce que de toute façon, c'est en train d'arriver. C'est ça la 4e révolution industrielle, c'est le fait de changer les codes, de travailler différemment, de produire de la valeur différemment. Donc, l'intelligence artificielle est là. En fait, elle est là depuis 80 ans. Les modèles génératifs sont là. Ils progressent toutes les semaines, tous les mois. Ils nous apportent tout un tas de choses. À vous de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. À vous de décider que les modèles génératifs vont vous permettre de mettre la pression aux concurrents plutôt que l'inverse, plutôt que de subir une pression de la part de vos concurrents. Passez à l'offensive, intéressez-vous à tout ça, observez, écoutez, adoptez, industrialisez
l'utilisation de l'IA générative pour pouvoir augmenter vos performances et pour pouvoir rester dans le game. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Je crois que nous avons des réactions et peut-être des questions même, Nicolas. Un grand merci à toi, Frédéric, pour cette super keynote d'ouverture pour la ISCOP. Donc, en effet, nous avons de nombreuses questions. Je vais en sélectionner quelques-unes puisqu'il nous reste 5 minutes devant nous. Donc, il y a de nombreuses questions au final autour d'un terme que tu utilises souvent, c'est le terme industrialisé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça veut dire au sein d'une équipe marketing ? Complètement. Industrialiser, ça veut dire arrêter de travailler à la main. Travailler à la main, pour moi, ça veut dire je rédige ma newsletter dans Word, je fais un copier-coller que je mets dans ChatGPT, je réfléchis à un prompt, est-ce que tu peux me l'améliorer? Oui, je vois ci, je vois ça, je copie, je le recolle dans mon outil d'emailing et hop, ça s'en va. Ça fonctionne, c'est bien, c'est une très bonne première étape, mais ça reste du bricolage. Industrialiser, c'est intégrer les modèles génératifs dans vos outils du quotidien, dans vos solutions professionnelles, celles qui vous permettent de travailler plus vite sans perturber votre flux de travail, sans avoir besoin de vous connecter. Bah tiens, je vais aller sur ChatGPT. Ah putain, c'est quoi mon mot de passe? Ah, j'ai pas payé l'abonnement. Bon, bah c'est pas grave, je vais aller sur Claude. Il me semble que j'ai une invitation. Là, vous perdez du temps. Et c'est pas bon. C'est pas comme ça que vous allez arriver à gagner en performance. Ce n'est pas comme ça que vous allez arriver à faire mieux avec moins. Il vous faut des solutions professionnelles intégrées dans vos outils du quotidien et dans vos routines de travail du quotidien. C'est ça, industrialiser. Super. Donc, je continue justement sur les questions autour de l'industrialisation. Quels sont les outils justement qui permettent, au-delà d'un chat GPT, d'un Claude, d'industrialiser? Alors, il y a plein d'autres questions, notamment autour des contenus, mais bon, voilà, tu parlais à un moment donné de l'utilisation de l'IA générative sur, au final, tout le scope métier marketing. Quels seraient les outils que tu as en tête qui permettent ça? Partez du principe qu'aujourd'hui, toutes les solutions historiques que vous utilisiez déjà intègrent l'IA générative. Elles le font plus ou moins bien, mais le plus important, c'est de ne pas perturber votre quotidien. Puisque le but de la manœuvre, c'est de gagner en performance, donc de faire mieux avec moins, c'est pas en perturbant ce que vous faites, en changeant d'outil, en faisant la révolution que vous allez y arriver. Donc, capitalisez sur les solutions que vous connaissez déjà et essayez de voir dans quelle mesure ces solutions vont intégrer des fonctionnalités novatrices grâce au modèle génératif. J'ai parlé de Microsoft, j'ai parlé d'Adobe, ça peut être bien évidemment SEMJ, ça peut être d'autres. Vous en faites pas pour ça. De toute façon, les éditeurs, ils travaillent pour vous, ils sont au courant. Ils vous proposeront ce genre de choses. Simplement, restez ouvert d'esprit et essayez de vous mettre dans une dynamique où vous allez accepter de travailler différemment, notamment en binôme avec la machine. Super. Alors ensuite, à un moment donné, tu parlais notamment d'Avatar IA, et là, on a une question relativement connexe sur, as-tu un avis sur, au final, l'utilisation de H&M de clones IA pour leurs mannequins? Est-ce que tu étais au courant déjà? Oui, et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, le mannequinat n'est pas un métier, on va dire, très simple. Les pauvres filles et sa femme, on essaye de faire en sorte qu'elles soient les plus fines, qu'elles aient un grain de peau parfait. On les envoie en avion à l'autre bout du monde, elles se lèvent à pas d'heure pour se maquiller, pour faire une shooting photo. Peut-être qu'on peut essayer de faire différemment. Peut-être qu'en modélisant un mannequin, on a à disposition un jumeau numérique qui nous permet de travailler plus vite, mieux, avec moins de pénibilité, en dépensant moins d'énergie pour arriver au même résultat. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, d'autant plus que H&M, ils ont bien fait les choses puisqu'ils ont mis en place des contrats qui rémunèrent les modèles en fonction de l'utilisation qu'ils sont faits de leur double numérique. Donc, c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait. C'est intéressant parce qu'entre les personas IA, les mannequins IA, c'est vrai que on va dire la relation avec au final l'image devient voilà
Oui, puis cette vais histoire en poser des fait vraies de questions. jumeaux numériques, de double numérique, Oui, notamment sur les personas synthétiques pour pouvoir tester sur des cohortes de consommateurs synthétiques, oui, ça c'est quand même très troublant. Là, oui. là, il y a une réflexion à avoir. Oui, il y a une sorte de boucle un peu artificielle qui est intrigante, on va dire. Et je choisis une dernière question. Comment, alors j'imagine c'est un sujet que tu dois souvent avoir, comment on fait au sein d'une entreprise pour identifier les bons cas d'usage, eh bien, au final, où l'IA pourrait aider côté Oui. marketing? Alors, de façon contre-intuitive, aujourd'hui, ce que fait le marché, c'est qu'on vous dépêche des armées de consultants qui vont aller observer ce qui se passe et rédiger des cas d'usage et vous dire, ben voilà, j'ai bien réfléchi, vous vous y prenez comme des manches, voilà comment il faut faire, voilà le cas d'usage, allez go, c'est parti. D'une part, ça coûte, et en plus, c'est pas très respectueux. Je pense que de façon contre-intuitive, la bonne façon de faire, c'est pas aller piocher des gens à l'extérieur, mais c'est plutôt d'interroger ceux de l'intérieur en leur demandant qu'est-ce qui vous fait perdre le plus de temps, qu'est-ce qui est le plus pénible à faire. Donc, on va partir des vraies problématiques des salariés, de leur friction, et eux seront motivés pour dire, bah, moi vraiment, ce qui me pourrit la journée, c'est de faire ça. Est-ce que tu as une solution? Ok, j'écoute. J'écoute ce que tu as à me dire parce que vraiment, ça me prend la tête. C'est, je pense, la meilleure façon de travailler. Sinon, on est en train de forcer l'adoption de technologies qui sont complexes, qui font peur, et j'y crois moyennement. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai, puisque ça fait 2 ans maintenant que j'essaie de faire ça. Super. Un grand merci à toi, Frédéric, pour cette keynote d'ouverture. Je tiens vraiment à te remercier là pour tout le partage que tu as donné à l'audience.